oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui ou ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cet épisode, pour une nouvelle capsule montée de niveau. Et oui, ça fait longtemps. Et quelle est la bonne occasion pour un montée de niveau? Eh bien, c'est de passer le nouveau membre de coups critiques à ce montée de niveau. Alors que j'ai l'occasion aujourd'hui d'échanger avec Steven Slab, compteur professionnel, papa, homme d'affaires, ami et collègue de travail. Bonsoir Steven, ça va bien? Oui, bonsoir Pépé. Toi, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je vais te parler de façon très professionnelle, comme si on n'était pas ensemble, tu sais, dans des parties, tout ça. Comme si tu étais juste un invité, Parfait. comme un autre sur la chaîne. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept d'un montée de niveau, eh bien, vous en avez à rattraper. Je pense que j'en suis rendu à 55 ou 56, quelque chose comme ça. Et en gros, ce sont des entrevues que je fais avec une personnalité rôliste, un passionné, quelqu'un du milieu, sur son expérience personnelle, sur sa vision, sur son avis, sur les petits plaisirs de la vie, quoi. En lien avec le monde du jeu de rôle. Il ne s'agit pas de quiz ou de questions-réponses, mais bien de son expérience à lui ou à elle. Et en fait, les questions sont pigées au hasard. Et il y a des questions qui sont très générales, qui pourraient être posées à n'importe qui, alors que d'autres questions ont été conçues en amont et elles sont spécifiques à mon ou ma invité. Est-ce que c'est clair, Steven? C'est très clair. Donc, c'est où le petit buzzer pour que je puisse, quand je suis prêt pour ma réponse? C'est utile juste quand il y a comme d'autres personnes avec toi qui jouent contre toi, sinon t'as pas besoin de buzzer, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc, on va se lancer, Steven, si tu me permets, avec la première question. À une certaine époque, je le dis tout le temps parce que j'aime ça le rappeler, j'avais des petits morceaux de papier que je pigeais dans une petite pochette, puis là, je pouvais le lire. Mais là, pour une petite conscience écologique, environnementale, j'en suis venu à du numérique avec un petit tableau Excel qui me génère mes questions au hasard. Bon. Donc, on débute avec une première question. Steven, si tu me permets. Question pigée au hasard. OK, question spécifique à toi, Steven Slab, Steven Conteur. Le jeu de rôle et le conte étant quand même deux éléments qui ont des points en commun, on va se l'avouer, c'est deux passions, Bah deux oui. pratiques qui peuvent avoir de nombreux crochets l'un et l'autre ensemble. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des éléments du jeu de rôle qui sont venus influencer en soi ta pratique en tant que conteur? Et pas vice-versa, Oh, vraiment juste le jeu de ouais, rôle ouais, ben vers le oui. conteur. J'aime ça. Oui, clairement. Clairement que c'est venu. Je pense que le premier élément qui me vient en tête rapidement, c'est l'interactivité. Vois-tu? Parce que quand je compte, j'ai toujours l'aspect d'être avec le public, puis de faire réagir le public, puis de les écouter indirectement. Mais là, avec le jeu de rôle, le fait que sois vraiment plus lancé, probablement, je suis un classique maître de jeu éternel, là. C'est pas vrai, j'ai quand même des amis là, de plus en plus dans les dernières années qui se tentent, mais d'être le maître de jeu, d'être là à la table, puis de vouloir faire interagir les gens, puis que les gens me répondent, puis que tu sais, une espèce de collaboration, l'idée de créer une histoire collaborative à la table avec le Mhm. jeu de rôle, je me rends Mhm. compte que dans ma pratique de conteur, de plus en plus, je laisse l'espace à ça. Tu sais, je laisse les commentaires, parfois je les intègre davantage euh, pour, pour, pour mettre, je dirais, un petit côté unique à l'histoire que je suis en train de raconter. C'est parfois d'une réaction où je vais demander même au public une réaction ou qu'est-ce que vous en pensez de ça ou de quoi il a l'air ce personnage-là. Et là, d'embarquer avec ça, je crois que c'est venu du jeu de rôle, ça. L'idée d'être dans une partie, un jeu qui est collaboratif davantage. Fait que vite de même, là, je dirais qu'il y a ça qui m'est venu. Puis c'est pas pour rien que j'ai même créé un spectacle interactif de peur. Fait que là, c'est vraiment les gens, je prends leurs décisions, l'histoire avance, il y a comme plusieurs chemins possibles, puis l'histoire avance avec le public. Puis j'ai intégré ça, Mhm. puis j'ai vraiment créé un spectacle interactif de conte dont vous êtes le héros à cause du jeu de rôle. Là. Fait que ça l'a influencé vraiment concrètement, même des types de spectacles que je crée maintenant là, pour la scène. Ouais. OK. Très bonne réponse. Merci.
Merci du partage. D'ailleurs, si mettons tu partages des choses que je savais déjà, je vais quand même faire semblant que je les savais pas. Comme Ben ça, oui, c'est au pas moins, je vais correct. comme être au même niveau que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ah, ben mon Dieu, Steven, t'es compteur. Ok, parfait. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. Et Avec la plaisir. roue virtuelle tourne. Prochaine question. OK, question un peu plus générale. Je sais que c'est assez large comme sujet et qu'il y a plusieurs sous-branches et sous-styles et tout ça, mais est-ce qu'il y a, si tu pouvais vraiment juste me sortir un genre en particulier que tu aimes plus que les autres dans le contexte d'un jeu de rôle? Hmm. C'est une excellente question. Excellente question. Puis Je je n'ai dirais que, que des excellentes questions. ah, je sais, monter de niveau, c'est donc bien bon, cette série-là. Mhm, Mais je pense que, ah, clairement, ce que j'ai joué le plus dans ma vie, c'est le médiéval fantastique. Ça, c'est sûr. mhm. J'aime ça. J'ai l'impression que j'y reviens souvent. Mais je pense que ce qui me fait le plus triper, là, ce qui vient me chercher davantage dans les dernières années, c'est euh, comment je pourrais appeler ça, le médiéval rustique, quelque chose qui est plus OSR, qui est plus dangereux, tu sais, à la Shadow Dark, à ce qu'on a joué sur la chaîne aussi, de diverses façons. Je pense que le fait d'avoir des référents communs avec le médiéval, ça fait comme qu'on peut aller plus rapidement en profondeur. Puis vu que je fais souvent des parties, des one-shots, j'ai initié beaucoup de gens au jeu de rôle, je trouve que ça nous permet d'aller un pas en avant plus rapidement quand on prend un contexte c'est ça, de médiéval, fantastique. Mais là, j'aime aller dans quelque chose qui est un peu plus dangereux. Fait que je sais pas comment on pourrait le nommer. Comment tu nommerais ça, toi, Pépé? Du médiéval rustique, médiéval Mais de réaliste? l'OSR, si tu veux dire de Ouais, c'est ça. l'OSR, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être Oui, OSR. Mais je pense que OK. oui, je pense que les types de jeux de rôle qui me fait le plus triper, c'est ça. Euh, et puis j'ai Souvent parce que c'est un aussi petit. très facile à mettre en action. C'est très rapide aussi à mettre en branle. Exactement. Puis j'aime l'idée que ce soit dangereux. J'ai eu une longue campagne de Donjons Dragons 5e édition. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec les années, ce qui venait me lasser un petit peu plus, ce qui venait m'enlever un peu de plaisir, c'était le fait que ça soit comme. Il était devenu comme invincible, mes joueurs et mes joueuses. Là, ça devenait comme. Je trouvais que le risque, le steak, le steak blade in patate, là, c'est pas ça que je voulais dire, l'enjeu, la tension était moins présente, je trouvais. Fait que je pense que c'est plus vers le type OSR que j'y trouve mon plus grand plaisir. Puis j'ai un petit penchant, j'ai un petit amour pour l'animalier, là, quelque chose qui est dans le fait de jouer des animaux, Mouse Ritter, des petits jeux comme. J'ai pas joué à Roots, mais je suis pas mal sûr que ça m'intéresserait ce genre de contexte-là, un peu, un petit peu plus animalier. OK. Et j'ai souvent des sous-questions, des sous-branches Ben durant oui. mes questions principales, puis je me demandais, eh, vu que tu es un peu moins justement dans l'espèce d'aspect un peu plus high fantasy, high héroïque de la 5e édition, est-ce que tu as quand même un intérêt pour tout ce qui est un peu plus, disons, on va dire stratégique, gestion de cases, devoir calculer les distances, des choses comme ça, ou c'est plus le genre de trucs qui maintenant t'as un certain désamour pour ça? Ouais, j'ai pas mal un désamour pour ça. Je veux vraiment plus, je vais plus tendre vers le théâtre de l'esprit, premièrement. Fait que, tu sais, tout ce qui est stratégique, tactique, de terrain, de cartes. J'ai toujours voulu, puis quand j'ai commencé à être maître de jeu, de vouloir avoir des cartes, de faire des dessins, de vouloir, de vouloir, de vouloir. Puis je me rendais compte que ça ralentissait tellement le jeu. Moi, ça m'enlevait un peu de plaisir à la table, ça me stressait de devoir faire ça. Ça devenait super comme un jeu de table, finalement. Puis ça, je me rendais compte que j'aimais moins ça, mais je comprends les gens qui peuvent aimer ça, là, je tiens à le dire, par contre. Là. Puis je pense que comme joueur, peut-être que ça m'intéresserait un petit peu plus, mais je trouvais comme maître de jeu, entre autres, ça m'intéresse de moins en moins, je pense, cette idée-là de très, très, très stratégique, très pièce par pièce. Je suis plus dans l'idée de ben, le rule of cool, là, tu sais, de vouloir jouer sur le plus des distances qui sont pas nécessairement précises, de plus être dans le théâtre de l'esprit, justement, de plus se laisser aller, de laisser aussi de la place aux joueurs et aux joueuses pour me décrire des scènes, des lieux, pour qu'on puisse collaborer sur parfois, là, ce qui me vient en tête, c'est surtout les combats, qui sont souvent le nerf de la guerre quand on parle de stratégie ou de quelque chose qui est plus technique.
Fait que finalement, je me rends compte que j'aime plus les jeux à saveur narrative, justement, que celles et ceux vraiment de tactique, là. OK. Bonne réponse. Et pourtant, je veux dire, on avait quand même joué ensemble. Tu avais quand même bien apprécié en tant que joueur, disons, l'aspect un peu plus des fois. Tu sais, je pense par exemple au combat de fin de Halls of the Blood King. Là, ça demeure qu'on respectait les distances avec les cases et tout ça. Ouais. Ça le faisait quand même bien à ce niveau-là. Là, tu avais un plaisir. Tu avais aimé ça. C'était pas de la pure merde. Là. Non, comme je dis, je pense que comme joueur, je peux apprécier ça. Dans un contexte d'actual play en ligne, je trouve que ça fait plus de sens, c'est plus pratique, c'est plus intéressant de se mettre sur une carte, sachant que l'attention n'est pas pareille, on est chacun dans des pièces différentes, un beau à créer, vouloir de l'immersion. Je trouve que là, il y a une utilité qui est intéressante, mais si on est en personne autour d'une table, puis je suis beaucoup d'avis des fois juste prendre des objets ou juste prendre une feuille de papier, faire un croquis, quelque chose qui est plus brut, moins spécifique, stratégique à la pièce, à la case près, par exemple. Mais comme joueur aussi, c'est un peu différent, je pense, puis que après, je peux comprendre que certains systèmes de jeu nécessitent un peu ça, puis c'est là qu'on voit qu'il y a certains systèmes peut-être qui m'intéressent moins avec le temps, c'est que certains systèmes ont besoin d'avoir un aspect plus cadré, plus justement là, pièce par pièce pour différents effets, des sorts, des attaques. Puis là, c'est sûr que si tu enlèves ça dans un jeu qui se veut tactique, ça peut peut-être être même dommage ou frustrant pour des joueurs ou des joueuses qui s'attendaient à utiliser certains effets, puis que là, ils peuvent pas, ou c'est plus complexe pour eux, pour elles, de le faire. Là, Non, je comprends. Dernière sous-question en lien avec ce sujet, parce que je te jure, on passe à quelque chose d'autre, je te le promets. Et là, pour être sûr, en plus, je dis ça, puis je suis en train d'oublier ma sous-question. Fait que le truc pour ça, c'est que je continue à te parler pour ne pas créer de zone morte. Puis comme ça, éventuellement, je vais finir par la retrouver au fur et à mesure de mon échange avec toi, unidirectionnel, pendant qu'on échange sans vraiment dire trop de choses. Oui, je viens de me rappeler. Est-ce que, quand on avait commencé à jouer ensemble, est-ce que c'était les premières fois que tu faisais des parties en ligne? Oui. Okay. Non, attends, en ligne, excuse-moi, oui. J'avais mal compris ta bonne question. Filmer, c'était la première fois, bien sûr, mais en ligne, je crois que j'avais fait... oui, j'en avais fait pendant la pandémie, là, justement. Donc, j'avais joué un peu en ligne, mais pas tant que ça, finalement. C'était beaucoup avec des amis. C'était entre autres 2 amis, en particulier Hugo et Thomas, que je salue, qui, avec ces deux grands chums, puis on déconne beaucoup ensemble. On aime ça délirer. Puis c'était souvent des parties en ligne de fin de soirée, de pandémie, que tu sais, tout allait moins bien, là, tu sais. Fait que c'était un petit peu arrosé. Ça finissait un petit peu chaotique, un peu fou, tu sais. Avec là, je dirais que mon expérience est quand même limitée à un style de jeu qui est particulier. Mais non, j'avais pas joué beaucoup. J'ai plus joué en personne, justement. Puis j'ai vraiment, tu sais, ma longue campagne, où est-ce que j'ai acquis le plus d'expérience. C'était tout le temps en personne, là, à l'exception peut-être une fois ou deux. Là. Puis c'était des grosses soirées de 3-4 heures. Est-ce que justement tu étais surpris, si on veut en quelque sorte, du fait qu'on jouait en ligne, de l'apport plus tactique que ça pouvait permettre? Parce que là, tu as mentionné justement qu'en personne, tu étais plus du genre à vouloir être hors de l'esprit, mais que là, présentement, justement, en Actual Play, on a eu des moments qui étaient un peu plus orientés avec des cartes et des distances et tout ça. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose que la version un peu numérique pouvait t'apporter de base, ou c'est un élément qui te surprend ou qui t'a surpris lorsque tu l'as découvert en jeu? C'est une bonne question encore. Je vais le répéter souvent, j'ai l'impression. Mais je dirais que ça surtout que celle-là, je viens de la popper de même pendant qu'on parle. J'ai des idées qui me viennent. Moi, je fais juste... Mais tu sais, mes premières expériences de jeu de rôle, c'était avec la 3.5, avec un crinqué qui lui, avait des cartes puis tout ça. Puis tu sais, j'avais connu ça au départ. Puis j'ai comme eu un moment comme... une sécheresse de jeux de rôle pendant quelques années par la suite, puis ça est revenu. Puis moi, ce que j'avais comme souvenir, comme expérience, c'était ça, à une table. Je trouvais ça intéressant, puis j'ai des amis de jeunesse qui trippent sur Warhammer, puis tout ce qui est plus jeu de gros combats, de grandes scènes. Fait que j'avais eu un peu l'expérience par rapport à ça, fait que je trouvais ça intéressant en partie, mais j'ai l'impression que justement, j'avais peut-être pas autant accroché à cette époque-là parce que ça venait me limiter. Mais en même temps,
ce que j'aime de certains jeux de rôle, c'est justement à quel point la créativité des auteurs, des autrices pour des sorts, pour des effets, pour créer un espèce de sentiment de, justement, comment je pourrais dire, un peu de jeux vidéo, ou vraiment de jeux de table pour créer des effets. Puis ça aussi, j'aime ça. J'aime le jeu vidéo. Je joue pratiquement plus depuis plusieurs années. Puis c'est vraiment le jeu de rôle qui a pris toute la place de mon temps libre. Mais il y a une époque que j'adorais les jeux vidéo. J'étais un énorme joueur compulsif de Diablo. Fait que je trouvais que ça me ramenait vers là. Puis ça, que c'était la belle surprise de retrouver un peu ce goût-là un peu plus gamifié, pour franciser ce terme, mais que c'est ça, mais que au final, c'est pas quelque chose que j'ai besoin non plus. Puis je trouve que le théâtre de l'esprit amène autre chose qui est plus collaboratif, qui est plus qui me fait travailler peut-être une partie de mon cerveau qui est plus liée au conte, justement, à l'amour de la parole, le fait de rester dans nos imaginaires ensemble, d'en créer un commun qui est moins présent quand que c'est tout donné, puis qui est sur la table, puis qu'on voit le terrain, on voit les pièces, on sait où que ça avance. Je trouve qu'il y a un peu moins de liberté aussi. Fait que les deux, ça me plaît, mais il y en a un, clairement, je pense, qui est un petit peu plus mon préféré. Intéressant. Et en conclusion, avant que je pige une prochaine question, c'était lequel ton personnage préféré à Diablo 2? Ouf, moi j'ai été un paladin Hammer, pour ceux et celles qui connaissent bien Diablo 2. Là. Moi j'ai joué ça non-stop. Là. J'ai été vraiment un très joueur, très bon joueur compulsif là, en ligne, entre autres, là, avec ça, avec probablement le meilleur kit qui se pouvait pas pour ce type, cette classe-là. Puis fait que je dirais que ouais, c'est ce qui me reste le plus en tête, des heures et des heures à jouer à Diablo 2 en ligne avec mon paladin Hammer. T'as-tu un personnage que t'aimais vraiment pas? Je sais pas, pour vrai. Tu peux le dire. Il n'y en a pas un que je déteste. Il y en a pas un que je déteste. Tu peux nommer l'Amazon, c'est correct, c'est pas grave. Non, j'avais fait une Amazon poison. Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps là, que j'ai joué là-dedans. Là. Mais non, j'en avais trouvé une façon d'aimer ça, vois-tu? Mais j'avoue que c'était pas dans mes préférés. Là. Sinon, j'avais une sorcière de glace que j'appréciais particulièrement. Là, ça c'est cool. J'en ai starté une récemment avec... le jeu comme ressorti sur Steam avec une nouvelle classe. Ils ont sorti le jeu avec une nouvelle classe, comme revampée, là, tout avec un plus beau visuel. Puis ils ont rajouté dans le fond la classe du Warlock, qui était comme une classe à Diablo 4, qui ont comme aussi amené à Diablo 2. Puis je l'ai essayé, j'ai essayé de voir, puis c'était intéressant. C'était comme un mix entre un peu un mix entre genre étrange entre l'ensorceleuse puis genre le nécromancien. C'est spécial. Okay. Mais j'haïs pas ça. On y va avec une autre question avant qu'on parte un peu trop dans des bulles sur Diablo. Juste à l'acte 2, je suis déjà tanné. Si bol qui est plate. Okay, on y va avec une autre question au hasard. Ok, question générale, mais je sais que ça marche pour toi parce que tu es justement maître de jeu. Il va falloir que tu te lances des fleurs, Steven. J'aimerais que tu nous partages, selon toi, ta plus grande force en tant que meneur, mais aussi le point sur lequel tu dois t'améliorer en tant que meneur. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, ça. Ma plus grande force... Ben, je pense que c'est clairement, ça vient de ma déformation professionnelle, le fait d'être conteur. Je pense que je suis dedans, quand je tombe dans une histoire, je raconte quelque chose, je partage ma passion de ce qui se passe, je tente d'être le plus évocateur possible, d'embarquer les gens. Je pense que c'est quelque chose qui est comme inné là, en dedans de moi depuis longtemps. Puis c'est pour ça aussi que le conte me fait triper autant. Puis je pense que je me démarque un peu par ça. Puis je dirais que c'est vraiment l'idée de créer une immersion à la table. Je pense que c'est ma bonne force. Puis je dirais ce que j'aurais à travailler, là, mon petit défaut, serait probablement la prise de notes. Puis le fait de me rappeler. J'ai le malheureux... défaut de comme mettre des personnages non-joueurs sur la route de la table, là, de la partie, puis finalement comme les oublier ou comme pas prendre de notes. Je pense que c'est comme la pire affaire parce que des fois je sens qu'il y a des joueurs, des joueuses qui aimeraient ça retrouver cette espèce de personnage-là non-joueur qu'ils ont rencontré il y a comme 8 parties, puis là moi je l'ai comme complètement, j'ai juste fait ça sur le coin de la table, j'improvise beaucoup, tu sais, j'ai une force d'improvisation, mais en même temps ça fait que
le fait que je sois pas structuré et je prenne pas assez de notes, les retours sont plus durs là, de ramener l'essence qui était là au départ. Fait que c'est pour ça que je pense que je brille dans les one-shots, mais dans une longue campagne, c'est un plus gros défi pour moi. Tu sais, de comme garder ça qui est cohérent et qui revient. À moins quand c'est vraiment des hits où il y a comme des insides, des petites blagues qui reviennent, là, c'est plus facile de se rappeler du personnage non-joueur. Mais quand c'est plus subtil, je dirais que c'est plus dur. OK. Ça me surprend pas. Je te connais pas assez en tant que maître de jeu, mais je peux comprendre. Je le comprends très bien ce que tu dis. Je sais pourquoi tu dis ça, parce que pour faire référence à la voix de Donovan. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Qui a changé en cours de route, oui, effectivement. Mais genre, j'avais comme un peu oublié ma voix de Donovan de l'épisode 1 rendu à l'épisode 2-3, parce qu'il y a eu une petite pause entre les deux, là, en tout cas. Vous irez voir mais ça. pour les gens qui nous écoutent, on parlait de Secret du Rocher Noir. Faut mieux le spécifier, sait-on jamais. Mais effectivement, ça fait partie des éléments qui me sont passés par la tête. On y va avec une autre question, Steven, si tu me permets. Oui. Entendu. Et la roue tourne. OK. Question un peu plus spécifique à toi, cette fois-ci, Steven Slab. J'aimerais savoir un peu, en fait, comment je pourrais traduire ça? Parce que mes questions sont souvent écrites un peu trop longues, puis j'essaie de les raccourcir lorsque je les dis verbalement. Là. Mais lorsque tu as rejoint l'équipe de Coup Critique, la chaîne actuelle dans laquelle vous écoutez cet entretien, est-ce que tu avais déjà une idée des éléments que tu souhaitais aborder justement dans les vidéos conseils? Parce qu'au moment où on écoute cette vidéo-ci, tu as déjà sorti des capsules justement sur des trucs et astuces que tu donnes en tant que conteur. Est-ce que ça faisait partie des éléments que tu souhaitais mettre de l'avant? Est-ce que tu avais d'autres idées que tu voulais comme expérimenter? D'autres choses? Dis-moi tout. Oui, je te dirais que les conseils jeux de rôle liés au fait d'être conteur, là, qui sont les conseils jeux de rôle du conteur, une espèce de petite série que je commence tranquillement, là, de cette idée-là de mettre mes deux passions communes qui se recroisent beaucoup, mais de trouver une façon de présenter ça à la communauté de Coup Critique, puis que ça soit quelque chose qui est pertinent, intéressant, puis qui puisse peut-être outiller des auditeurs, auditrices. Mais c'est venu, à vrai dire, c'est la raison pourquoi je me suis impliqué. Je pense aussi, entre autres, au départ, j'avais quand même ça en arrière de ma tête dès le départ avant de m'impliquer dans Coup Critique, parce que c'est prenant, être artiste professionnel, pas beaucoup de temps libre, faut toujours être un peu en train de faire quelque chose qui, au final, idéalement, nourrit soit sa pratique ou nous permettrait d'avancer dans ça, surtout si on veut en vivre à temps plein, comme j'ai la chance de vivre actuellement. Puis je me disais, je pense qu'il y a quand même un maillage possible, tu sais. Puis j'ai intégré de plus en plus par mon amour du jeu de rôle, le fait d'avoir des spectacles interactifs, d'avoir des univers qui pourraient être peut-être communs avec le jeu de rôle, ou je me rendais compte aussi même que les gens qui venaient voir de plus en plus mes spectacles, des plus jeunes, que je pourrais dire que je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'intérêt aussi pour le jeu de rôle. J'ai comme, crime, c'est donc bien le fun, ça c'est donc bien drôle que finalement ces deux formes d'art, il y en a une qui est peut-être un peu plus ludique, l'autre est plus sur la scène, mais en même temps, ils se croisent beaucoup. Il y a eu toute la montée, ultimement aussi des actual play avec Critical Role, Dimension 20 de ce monde. Mais je me disais que dès le départ, j'étais comme, je pense que c'est pertinent pour le jeu de rôle, le monde du jeu de rôle. Je pense que ça peut être pertinent même pour le monde du conte, parce que je pense qu'on a à apprendre du jeu de rôle, puis des talentueuses maîtres de jeu de partout pour la pratique du geste de compter. Puis ultimement, moi, j'ai toujours été un grand consommateur de chaînes de jeux de rôle depuis toujours, Coup Critique depuis plusieurs années, Etu Game aussi au Québec, puis plein d'autres aussi, surtout j'en écoute aussi beaucoup américaines, entre autres, puis je me disais, crime, j'aimerais ça faire ça, je pense que j'ai quelque chose à donner, puis là, cette série-là, je pense qu'elle vient comme s'insérer parfaitement là-dedans. Puis aussi, l'amour d'une communauté, je pense que les communautés de jeux de rôle en général sont tellement accueillantes puis enrichissantes que ça me tentait
à plat de couture. Puis, tu sais, une autre série comme Vincent qui est sur la chaîne, mais ça aussi, ça a toujours été quelque chose. Tu sais, il y a une belle inspiration, entre autres, de D&D Court, qui est un autre podcast qu'on peut trouver en ligne si ça vous intéresse. Mais je me suis toujours dit, wow, ça serait-tu le fun de pouvoir justement commenter, donner notre avis sur des situations aux tables qui peuvent être embêtantes, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent nous faire apprendre quelque chose. Fait que tout ça est venu ensemble, puis j'ai dit, je pense que c'est le temps. Puis aussi les gens de l'équipe, je veux dire, l'équipe de critique, ben, c'est surtout toi puis Kim que j'ai pu fréquenter le plus. Mais tu sais, genre, des projets d'équipe de même, quand les gens sont le fun, sont beaux, sont belles, sont intelligentes, puis qui donnent le goût de toi-même te pousser, puis de faire des choses, puis d'avoir du plaisir. T'sais. Fait que c'est un mélange de tout ça. C'est une belle réponse. Ça m'émeut presque. Ça m'émeut. Si je pouvais avoir des émotions, je serais ému. On me dit souvent que je suis comme trop, je suis trop sur une note tout le temps. Fait que je vais essayer d'être plus, ouais, cool, c'est cool la vie, ouais. On y va avec une autre question, Steven, si tu me permets. Oui. On y va. Et la roue tourne. OK. Une autre question spécifique pour toi. Je sais que tu m'as mentionné à quelques reprises, et tu l'as même dit au courant de cette entrevue, que tu avais initié des gens au jeu de rôle. Tu avais initié des personnes qui n'avaient jamais joué de leur vie au jeu de rôle. Je serais curieux de savoir un peu, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce que la majorité d'entre eux ont voulu réessayer la pratique? Est-ce que d'autres ont plutôt pris connaissance que c'était moins leur style? Est-ce qu'il y a une grande différence justement d'acquis et d'essais-erreurs qui ont été vécus? Je serais curieux un peu d'avoir ton avis là-dessus parce que de ma part, pour moi, personnellement, bien que c'est le genre de choses que je fais beaucoup, j'ai pas initié tant de gens que ça. J'ai pas initié tant de personnes qui avaient jamais joué du tout. Je serais curieux de connaître un peu ton expérience sur la chose. Oui, j'ai réussi à convaincre, je dirais, plusieurs personnes à... Ben oui, je les ai initiés, mais de continuer, de réessayer. Je me le refais demander par des amis, de la famille même. Hey, est-ce qu'on pourrait refaire un one-shot de quelque chose? Fait que, je pense que j'ai réussi à titiller plusieurs personnes autour de moi à s'intéresser au jeu de rôle, à vouloir jouer. Surtout. Je pense qu'il y a un peu un... Je te coupe 30 secondes. Est-ce que tu as eu, parce que c'est en amont à tout ça, là, est-ce que tu as eu des fois une certaine résistance au tout début avant d'essayer la chose? Oui. Tu sais, le meilleur exemple, je pense, c'est Eve, ma conjointe, qui était pas certaine. En même temps, tu sais, écouter des actual play, c'était comme, ok, ça pourrait avoir l'air de ça. Je pense qu'il y a comme des préjugés qui sont présents pour bien des personnes, puis c'est normal. Puis on a des préjugés sur bien des affaires aussi, d'autres hobbies et d'autres. Est-ce qu'elle t'imaginait comme dans un sous-sol avec genre du Mountain Dew et des doigts pleins de Cheetos là, en train de lancer des dés ou... Non, je pense que c'était juste le combat. Je pense que c'était quelque chose lié surtout à la violence. Je pense que c'est plus ça. Puis finalement, tu te rends compte que ça peut être le ton de notre partie peut être vraiment différent. Puis il y a différents jeux. En tout cas, après ça, on peut embarquer dans plein d'autres affaires, mais je pense que j'ai convaincu des gens. Puis je pense que c'est un peu un art. Je pense qu'il devrait avoir une série de... je dis ça, on fera pas ça, là, mais il devrait avoir comme des astuces, des trucs, comment initier des gens en jeu de rôle, comment trouver le bon jeu, le bon ton, qui doit différer pour chacune des personnes qui sont à ta table. C'est pour ça que des amis et de la famille, c'est plus facile, je pense, à initier les gens en jeu de rôle, c'est trouver la thématique ou le contexte qui vont les faire, qui vont leur donner le goût d'essayer, qui vont leur donner un petit oomph de départ, puis là, ils se lancent, puis un coup qu'ils sont embarqués, t'es gardes, t'es accroches. Je pense qu'il y a un peu un jeu comme ça à aller chercher, puis de faire quelque chose qui est un peu plus adapté vraiment aux personnes qui sont à notre table. Je pense que ça, c'est la recette gagnante pour initier des gens. Puis je pense que à vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur la Terre qui détestent le jeu de rôle si ils essaient avec un maître ou une maîtresse de jeu qui sont attentifs, sensibles, qui trouvent un sujet ou un contexte qui leur plaît. Tu sais, là, c'est un gros statement, là, mais je pense que je suis pas mal sûr qu'il y aurait la grande majorité des gens sur notre planète qui aimeraient ça. Et après ça, c'est de trouver la twist, trouver l'angle qui est intéressant. Mais je pense que j'ai réussi à trouver justement, c'est ce qui est intéressant. Puis je l'ai nommé tantôt, une de mes qualités de maître de jeu, c'est d'être
passionné, d'embarquer les gens, les accrocher, être craqué, de transmettre mon amour pour ça. Fait que je pense que ça l'aide aussi surtout à briser l'espèce de... à briser la glace du préjugé au départ, tu sais. Qu'on va faire non, puis qu'on niaise un peu, puis c'est un peu enfantin. Mais si on brise ça, puis on passe outre ça, je pense que ça peut faire rapidement une différence, puis on peut être surpris. Tu sais, justement, les parents de ma blonde ont essayé un one-shot de Noël, qui était des gobelins, qu'il fallait qu'ils tuent le Père Noël, pour te donner une idée. Puis au début, quand j'ai proposé, il était comme, ben non, jamais qu'on va faire ça. Puis à un moment donné, je les ai convaincus, puis on s'est assis, puis on savait pas quoi faire l'après-midi, puis j'avais tout de prêt, puis j'ai dit, let's go. Puis le père à ma blonde a tué le Père Noël avec une hache en le coupant en deux. Puis je peux te dire que ça l'a marqué à vie, tu sais. Il s'en rappelle encore. Très cool. Pour vrai, j'aime ça. C'est des éléments que je ne savais pas de toi. Je le dis concrètement. Je serais curieux de savoir, est-ce que justement l'initiation avec Eve, ça s'est bien passé? Pour justement briser la glace, enlever cette espèce de préjugé en lien avec les combats. C'était quoi le contexte de jeu? Tu t'en rappelles-tu un peu? Oui, je pense que c'était direct dans une... Ben, je pense que, tu sais, il y a peut-être un petit one-shot rapide juste pour les mécaniques de... C'était à Donjon Dragon 5e édition, d'ailleurs. Là. C'était comme... Elle a fait partie de ma longue campagne. Elle a pris une pause pendant un moment, mais est revenue par la suite. Mais je pense que c'était, entre autres, parce que c'était pas seulement du combat. Je pense qu'elle avait comme un préjugé que ça allait être beaucoup du combat. Puis que là, moi, j'amenais ça, qu'il y avait beaucoup d'interactions sociales, de discussions à avoir. Les personnages étaient colorés. Il y avait une influence, tu sais, le roleplay avait aussi une influence sur la partie. Puis le combat, ben, c'était comme ça en faisait partie aussi, mais c'était pas vraiment pas partie prenante. Je pense que ça l'a surpris au départ. Puis tu sais, si quelqu'un, je dirais, elle faisait de l'impro, elle fait un peu de théâtre, elle fait de la danse, elle aime les arts de la scène aussi, elle aime jouer, là, tu sais, comme Puis je pense qu'elle a découvert que c'était aussi possible. Mais encore là, je pense que c'est l'idée d'inviter des gens à des tables puis d'être ouvert, que ce soit un endroit contrôlé, que tout le monde, on peut avoir du plaisir, on peut oser des affaires, en autant que tout le monde est à l'aise autour de la table. Puis je pense qu'on peut trouver du fun de plein de façons différentes, là, clairement. Très cool. Très cool. Je suis content de savoir que ça s'était bien passé. Puis je suis content aussi de savoir qu'elle apprécie ça. C'est le fun, ça. C'est comme un beau passe-temps, un beau hobby à avoir en couple et tout ça. Je sais que vous avez eu des parties, tu sais, Candela Obscura, avec des chauves-souris, des trucs de même, tu sais. On en a parlé amplement, là. Et ben, c'est très chouette. Je trouve ça vraiment très cool. Et on va y aller avec d'autres questions, si tu me permets, Steven. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Oui. La roue tourne. Question plus générale, puis on a un peu abordé en fait, on a quand même abordé, puis il y a d'autres questions. Je serais curieux de connaître ton avis un peu là-dessus. Est-ce que tu as déjà eu, toi, un avis ou des préjugés un peu en lien avec le jeu de rôle avant de débuter? Oui, ben j'ai débuté... À vrai dire, vois-tu, moi, ce qui est une de mes plus grandes tristesses, je trouve, de ma jeunesse, c'est de ne pas avoir connu le jeu de rôle quand j'étais enfant. Tu sais, je l'ai connu adulte, là, tu sais, jeune adulte, là. Puis ça, je pense, c'est comme une de mes grandes tristesses de ne pas l'avoir connu avant. Puis vois-tu, j'avais pas vraiment de préjugés parce que je connaissais pas ça. J'avais personne autour de moi, dans mon cercle d'amis rapprochés. Puis je dirais que j'en entendais pas parler non plus. Puis c'est tellement dommage, parce que j'ai tombé beaucoup dans le livre dont vous êtes les héros, puis ça me faisait triper. Puis j'ai vraiment aimé ça quand j'étais jeune. Mais vois-tu, j'ai jamais eu des gens proches de moi, autour de moi. Je sais pas si j'ai passé ma jeunesse à Victoriaville. Je sais pas si c'est Victoriaville que j'aimerais ça que des gens qui nous écoutent ils disent non, il y a une belle place. Mais en même temps, il y a le Hortense, là. En tout cas, pour les gens de Victo, vous savez que ça existe. Ouais. Je pense que cette ville-là est comme anti-jeu de rôle. Là. Ça, j'avais vu des pubs de ça au début. Non. Mais j'étais dans d'autres, je veux dire, j'ai trippé sur d'autres affaires, surtout le jeu vidéo, entre autres, puis j'ai jamais comme trouvé ça, fait que j'avais pas de préjugés. Mais quand je suis jeune adulte, quand j'ai embarqué, je dirais que je savais que c'était un peu une culture, je trouve, en parallèle. J'avais ce préjugé-là, je me disais, tu sais, c'est les mêmes personnes. Je pense que le seul préjugé que j'ai eu, c'est de dire, les mêmes personnes qui jouent au jeu de rôle, c'est les mêmes personnes qui font des GN.
Ce qui est complètement faux en plus. Ben, c'est pas complètement faux, là. Non, mais dans le sens que, genre, il y a beaucoup de gens qui font l'un ou l'autre, mais qui font pas nécéralement les deux, c'est ça, je veux dire. Effectivement, oui. Étonnamment. Il y a un croisement, mais c'est vrai que c'est pas 100%. Mais, puis, tu sais, c'est peut-être le préjugé, c'était comme, dans ma tête, dans ce que j'avais comme aspect quand j'ai commencé à avoir ces préjugés-là, c'est, faut-tu j'arrive un peu déguisé. Faut que j'aille un élément. C'était le... Mais tu sais, ça n'a pas pris tant que ça n'a pas été ça. Puis c'est juste parce que je le savais pas, puis j'avais pas fouillé avant. Puis c'est un ami d'un ami qui a dit, hey, viens-t'en, on va boire de la bière, puis on va jouer à un jeu de rôle. Là, je vais te créer un personnage. Là. Puis finalement, je l'ai créé en partie moi-même. Puis là, il m'a relancé. Puis on a eu vraiment du fun. C'était super flyé. C'était vraiment éclaté comme. C'était plus axé justement sur le combat. C'était plus terrain. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis finalement, mes amis proches encore là, ça m'a pas donné assez la piqûre à cette étape-là pour me donner le goût de continuer. Puis c'est peut-être à cause justement du style de jeu qui était pas exactement ce qui, moi, me fait le plus triper. Puis je suis revenu avec tout ce qui est les actual plays qui sont mis à sortir sur YouTube. Puis que je me suis mis à écouter ça, puis j'étais comme, OK, ça peut être ça aussi. Puis je me suis mis à m'intéresser à l'univers autour du jeu de rôle de façon générale. Puis Matt Colville et autres YouTubers, ça a tombé en vrille, là. Puis la pandémie a accentué ça. Fait que là, pouf, tout est parti. Et donc, le premier jeu de rôle que tu avais joué, c'était Donjon Dragon, 5e édition, je présume? Non, la 3.5. 3.5, OK. J'ai encore ma vieille fiche de personnage à quelque part. Ça a été quoi le premier gros jeu que tu as joué plus que juste sur le coin d'une table, qui n'était pas Donjon Dragon? Oh! C'est quoi? Je pense que c'est Morborg. Ah ouais! Ouais, quand il me semble ça a été dans les premiers, avec justement Thomas et Hugo, mes deux bons potes, en fin de soirée. Ils ont brûlé leurs feuilles de personnages à la fin, comme ils disaient dans le livre. Puis ils en parlent encore, là, c'était vraiment drôle. On va justement faire une petite partie de Pirate Borg bientôt ensemble, les trois, en personne en plus. Mais ouais, fait que je pense que c'est Morborg ouais, je pense que c'est ça. Je dirais que c'est ça. Puis Moss Ritter était pas loin après aussi, là, je pense. OK. Ouais. J'étais curieux de voir c'était quoi justement l'espèce de porte ouverte qui menait à autre chose que le grand classique, là. Mais c'est intéressant. Moi, c'était l'appel de Cthulhu, là, ça a été ça, mais, ouais. Mais c'est voir après ça où est-ce que ça peut nous mener, où est-ce que ça nous mène jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est drôle parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, que tu as un amour certain pour justement tout ce qui est plus sur Westside et tout ça. Fait que tu as déjà plongé immédiatement dans quelque chose que tu aimais beaucoup dès que tu es sorti de Donjon Dragon. Ouais, ben tu sais, j'avais tellement recherché avant. C'est juste qu'il me fallait le contexte, puis que vu que c'est moi qui initie les gens, il fallait que je m'initie moi-même à un nouveau jeu avant d'initier les gens. Fait que tu sais, c'était une étape plus difficile, plus prenante à faire. Fait que tu sais, j'avais pensé comme longtemps lequel j'essaye. Puis il faut dire aussi quand même que avant ça a été la 5e édition pendant longtemps aussi. Puis même encore, je joue parfois à ce jour. Oui. Mais c'est avec mes règles maison. Tu sais, c'est ma version de la 5e édition qui intègre des éléments d'OSR un peu, qui dans la façon de le jouer, c'est beaucoup plus libre, c'est moins cadré sur les règles. Fait que tu sais, c'est quand même pas j'ai quand même trouvé au moins mon plaisir à rester dans la 5e édition de Donjon Dragon, mais en intégrant des éléments de d'autres jeux que j'aimais rapidement. T'sais. Fait que ça a un peu devenu mon propre... c'est pas à ce point-là, c'est pas assez changé que ça, mais mon propre jeu de rôle maison avec ce que j'aime. Mais j'avais quand même la base à 5e. Puis là, je peux maintenant, depuis quelques années, comme la mettre plus de côté puis de plonger vraiment dans des jeux. Puis de trouver finalement mais vraiment juste ce que j'aime ou qu'est-ce que j'ai le goût de jouer ce soir-là ou avec ce contexte-là ou cette thématique-là, lequel des jeux de rôle que j'ai autour de moi qui peut me faire avoir le meilleur plaisir à la table dans ce contexte-là. T'sais. Est-ce que tu penses que tu serais capable de trouver ton plaisir tant que la table elle te convient, tant que là, on dit le système de jeu demeure assez ouvert et te permet de faire un peu ce que tu veux? Est-ce que tu penses que tu peux tirer ton plaisir de n'importe quel contexte de jeu? Mettons que je te dirais genre « Hey Steven, j'ai un jeu où est-ce qu'on vous incarnez tous des
des tas de poussière. Puis là, vous êtes tous pognés en dessous d'un frigidaire pendant 1 heure et demie. C'est ça la game. Pense que t'as comme tout le temps ton Wow. fun quelque part. Pour vrai, oui. Pour vrai, je vois pas comment je pourrais avoir vraiment aucun plaisir. Vois-tu, c'est plus dans le ton, peut-être, que dans le Mhm. contexte que ça pourrait m'amener, peut-être venir à me bloquer. Y a-tu un Euh, ton que t'aimes vraiment moins? ben, tu sais, je pense que quelque chose qui serait très sérieux, très centré sur un. Là, je sais pas, parce que je plonge dans l'histoire ces temps-ci, là, je crée des nouvelles histoires, entre autres, pour ma série de contes à la Pointe-Mary, à Magog. Mais Oh, cool. quelque chose À qui quelle serait date, ça? comme. C'est c'est du 8 juillet au 26 août, les mardis et mercredis, 19h30, au bout du bout de la Pointe-Mary, à Magog. Vous irez voir ça Parfait, sur on ma va page mettre les Facebook. liens. On va mettre les liens dans la description de la vidéo. Continue. Ben, c'était pas pour le plugger, là, mais ce que je Non, voulais je dire, sais, c'est mais que moi, je le pluguais quand un, même. un ton qui serait trop historico-véridique, là, je sais pas comment le dire comme faut, je trouve que ça sonne bien, ça. Réaliste. Historico-véridique, réaliste, ouais, mais tu sais, réaliste dans une autre époque, puis de jouer dans un ton trop sérieux, puis tu sais, de pas se permettre de parfois faire des commentaires en dehors de la partie, quelque chose qui serait comme trop, euh, peut-être, ouais, c'est ça, peut-être sérieux, cadré, Mhm. peut-être que ça me tenterait moins, tu sais, mais je pense que je réussirais quand même à trouver du plaisir à quelque part, mais c'est peut-être ce qui m'attirait le moins, là, clairement. Mhm. Mais après ça, des contextes, comme tu dis, ou des thèmes, ça, je pense que n'importe quoi me ferait triper si le ton est adapté à ce que j'ai le goût, là, tu sais, pour ça. Mhm. Je disais, hey Steven, c'est un meurtre et mystère, un peu une partie de meurtre et mystère, mais vous êtes genre tous des bonbons dans un distributeur. Puis là, il faut que vous trouviez quel bonbon a tué quel autre bonbon. Ben, Quelque tu m'as chose comme eu. ça. Le pire, c'est que ce que je viens de te dire là, c'est genre un contexte d'une game de loup-garou que mon frère avait animé déjà. Parce que C'est il voulait, vrai? il voulait tout le temps changer de thème. Un année, il était comme tanné que ça soit juste loup-garou. Fait qu'un année, OK, vous n'êtes pas des loups-garous, vous êtes des bonbons dans un Ben, distributeur. moi, ça m'avait pensé à A Crown of Candy sur Dimension 20, qui est une des campagnes, des campagnes qu'ils ont faites, qui est comme un peu Game of Thrones, mais c'est des friandises, le contexte. Mhm. En tout cas, Je vous connais irez pas. voir, c'est excellent, excellent. Mais bon, ça m'a fait penser à ça. Non, je fais semblant de pas connaître. Je sais c'est quoi. Tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde sait c'est quoi. Je sais pas. OK. Ben, parfait. On va y aller avec une autre question. Je pense qu'on va avoir le temps pour peut-être une dernière question, ainsi que ma fameuse Parfait. question bonus que j'ai à chaque fois. Mmh. Fait qu'on y va avec une dernière question lancée au hasard. OK. Question générale, mais en même temps, je trouve que ça peut quand même bien se porter à toi, Steven. Qu'est-ce que tu penses des règles? Est-ce que tu as un problème, ou du moins une retenue avec des règles qui viennent influencer? Puis c'est drôle parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Est-ce que tu as une certaine retenue avec des règles qui viennent influencer le roleplay? Les règles qui viennent encadrer des manières de jouer, des conditions plus sociales, moins associées avec, on va dire, plus les aspects physiques, l'interaction physique spatiale autour du personnage. Vraiment les choses qui peuvent venir influencer la façon que tu vas jouer ton personnage ou les relations que tu vas créer avec ton personnage et les autres autour de la table. Est-ce que tu as des difficultés avec ça, certains prérequis, certains retenus? Ben, vois-tu, j'en ai pas expérimenté beaucoup de ce type de mécanique-là, là, si on peut appeler ça de même, mécanique au niveau social. Mais j'ai peut-être une petite réticence, justement, parce que j'ai l'impression que pour moi, du moins, en tout cas, avec les gens avec qui je joue, puis moi, ce que j'ai le goût, c'est que ce soit libre, puis qu'on sente pas que faut faire. Je trouve que ça pourrait rendre ça très. Là, ça me gâche, je trouve pas le terme français, mais gamifié. Comment qu'on dirait ça? Gamified. Judification? En bon français. Je sais pas. Ouais, jeudification. En tout cas, pour l'instant, ça sera jeudification. Mais je trouve que ça jeudifie vraiment les interactions sociales. Puis je trouve que le jeu de rôle, c'est un peu. C'est ça, c'est jouer à un rôle. Puis là, j'ai l'impression que ça nous mettrait peut-être des bâtons dans les roues. Ça donnerait aussi aux joueurs, aux joueuses l'espèce de façon de faire pour optimiser ça.
Puis des fois, je trouve ça un petit peu dommage. Tu sais, je pense, mettons, parfois ça m'est arrivé à des tables que quelqu'un me dit, ah ben là, je vais aller le voir puis je vais l'intimider. OK, qu'est-ce que tu dis pour l'intimider? T'sais, dis-moi ce que tu lui aurais dit. Pas besoin nécessairement de le faire en voix de personnage, parce que je comprends qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça, mais qu'est-ce que tu lui dis pour l'intimider? Tu sais, de rendre ça vraiment comme quelque chose qui est des vraies interactions qui pourraient se passer. Je trouve que pour moi, à ma table, je trouve ça nécessaire. Je veux pas que ce soit juste un jeu de mécanique. Je veux qu'il y ait justement du jeu de rôle, du jeu, qui est vraiment des moments d'interaction pour vrai. Même si c'est à la troisième personne. Mais je pense que j'ai une petite réticence par rapport à ça, aux interactions sociales. Tandis qu'au niveau des mécaniques de combat, vois-tu, ça, je suis plus à l'aise à intégrer des mécaniques pour qu'on puisse avoir un cadre qui est clair puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais dans mon monde idéal, ce serait beaucoup plus libre que plusieurs jeux que je joue en termes de combat pour déterminer comment ça se passe, par exemple. OK. Intéressant. Selon l'Office québécois de la langue française, ça serait ludification. Ah, c'est beau en plus. Bon, ben c'est ajouté à mon vocabulaire. Ludifier. Oui, ludification. Ajouté en 2015. On va s'en rappeler. Ça fait quand même 10 ans déjà, plus que 10 ans. Ah ouais. OK, très cool. Ben, j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce qu'en plus, on pense à des jeux comme pas tant joué encore ensemble, mais justement, horreur liminale avec l'aspect comme des fois des chutes ou l'appel de Cthulhu avec la santé mentale qui parfois peuvent en quelque sorte forcer ou du moins tordre le bras au personnage à adopter certaines attitudes ou certains comportements qui peuvent aller au-delà de ce que le joueur pensait, ce qu'il pensait faire. Ou même, je pense à des jeux des PBTA qui viennent pas forcer, mais qui, dans les prérequis, ont des règles qui viennent pousser les joueurs à créer des relations spécifiques entre eux selon le type de playbook, selon le type de fiche que tu as. T'sais, exemple, un playbook où est-ce qu'il va te marquer, une fiche de personnage où est-ce qu'il va te marquer espace pour mettre le nom du joueur m'a déjà sauvé la vie. Il faut comme que tu mettes le nom du personnage, par exemple. Est-ce que c'est le genre de choses qui te dérangent, mais en général, ou tu penses que ça s'intègre bien relativement? Ben non, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est comme de l'aide à la création de personnages ou de permettre un maillage entre les personnages plus facilement. Je le vois pas comme... moi, c'est vraiment plus au niveau des interactions en direct, là, des interactions pendant la partie. Tu sais, comme tu as nommé les chutes, par exemple, d'horreur luminale. À vrai dire, moi, je trouvais ça intéressant parce que je trouverais ça difficile de jouer juste narrativement. Qu'est-ce que ça fait l'effet de voir quelqu'un décapité, tu sais. Là, je trouve que ça me donne... Ouais, ça me donne un petit... C'est une piste. Pour moi, c'est comme un prompt, là. Une mention, quelque chose, une ligne, une façon de faire. Le titre de ton improvisation, là. C'est ça, exact. Puis là, vas-y là-dedans après. Mais c'est pas, tu dois absolument dire ces mots-là par la suite. T'sais. Je trouve qu'il y a comme une liberté là-dedans, dans les chutes, entre autres, que je trouve intéressante pour justement permettre de la couleur, puis d'aller dans le ton aussi de la partie qui est proposée. Mais vois-tu, ça me fait penser à Alien quand on a joué la campagne, puis qu'un de mes commentaires dans le Sunday après, vous irez écouter ça, c'était une excellente mini-campagne. C'était bon, ça. Ouais. C'était vraiment bon. Puis à la fin, il y a un des rares commentaires du système de jeu, c'était que je trouvais que dans les mécaniques, justement, je me rappelle plus c'est quoi le terme de la mécanique, tu dois t'en rappeler peut-être plus, Pépé, au niveau de la santé mentale, là, quand... Les paniques, le stress. Puis les paniques, le stress avec la panique, je trouvais qu'il manquait de diversité dans ça, ce qui nous ramenait un peu toujours au même. Je me dis, si au moins on propose, justement, c'est le fun c'est plaisant quand il y a plusieurs choix, puis qu'on peut sauter dans celle qui nous parle plus. Là, je trouve que c'est plus une aide quelque chose qui est limitant dans des interactions sociales, par exemple. Oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est intéressant comme sujet. Ça me fait penser à... Je sais pas si tu avais déjà lu un peu le jeu de rôle du Trône de Fer qui était sorti il y a quelques années, là, publié par, je pense, Green Ronin. Là. Il y a comme ce jeu-là comme plusieurs systèmes à l'intérieur du jeu, ce qui le rend quand même assez complexe. Tu as comme un système de jeu qui est du combat, mais tu as comme un système de jeu qui est plus
un genre de combat social. Fait que t'as comme des points de vie, mais c'est des points de vie comme social que tu perds lorsque tu fais un échange verbal avec quelqu'un, puis que, tu sais, le jeu de la cour, le jeu du trône de fer, parce que tu viens comme un peu casser les arguments de quelqu'un d'autre, mais ça rend mécanisé beaucoup l'aspect genre, on doit comme se lancer des types de commentaires qui viennent dans nos spécialités qui nous permettent de faire perdre des points de social à la personne beaucoup plus que telle autre approche. Bref, tu sais, je trouve que ça vient un peu complexifier la chose. Mais j'étais curieux d'avoir ton avis sur la question. Merci. Ben, dans le cas que tu nommes, je trouve que là, c'est dans le ton de la partie. Puis c'est peut-être pour ça que le jeu de rôle à la base m'avait moins intéressé, sachant que c'était vers là qu'il visait. Puis je peux comprendre que dans l'univers de Game of Thrones, il y a quelque chose par rapport aux interactions sociales, la hiérarchie, les coups, des coups de poignard dans le dos, puis tout ce qu'il peut avoir. Je peux comprendre que ça pourrait être difficile de juste gérer ça narrativement pour le maître de jeu, par exemple, ou de voir ça plus d'un point de vue large. Fait que parfois, je vois des mécaniques un peu dans ce type-là, dans certains jeux. Puis on aurait dit qu'il faudrait que je les expérimente davantage pour voir à quel point ça mériterait plus que ça m'aiderait, là, tu sais, ou que je trouverais que... Mais je suis moins attiré peut-être dans les jeux qui sont plus mécaniquement complexes. Fait que déjà là, ça me limite. Non, je comprends. Est-ce qu'on y va avec ma dernière question? Ma petite question bonus, Steven? Parfait. Ma question bonus qui est toujours pré-écrit à l'avance et qui est vraiment orientée vers mon invité. Steven étant un conteur professionnel, Steven Slab, t'en connais des contes, t'en as adapté déjà même en jeu de rôle et tout ça. J'aimerais que tu me sortes un conte que tu dis, ça ferait vraiment une belle partie de jeu de rôle. Oh. Mais pas un conte que tu m'as déjà sorti, là. Tu sais, surprends-moi un peu, là. Non. Faut pas que tu me sortes la Dame Blanche, là. J'ai vu quelque chose d'autre, là. Ben oui, non, attends. Quel bon conte il pourrait être sorti? Ben là, tu nous as fait l'équivalent de la chasse-galerie, là, on va se le dire, et tu m'as volé, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, t'es allé jouer dans ma table avec Galerius. Quand même, hein? Et en plus, j'en ai mis plein dedans. J'en ai mis plein dedans. J'en ai plugué plein. Juste pour être sûr de toutes les prendre. Non, mais vois-tu, dans les contes classiques, c'est une fichue de bonne question. Parce que je trouve qu'il y en a plusieurs qui fitteraient, mais il y a toujours une adaptation à faire parce que souvent, dans les contes traditionnels, c'est un personnage principal. C'est pas comme une gang, tu sais. Mais il y a quelque chose dans l'univers, peut-être. J'ai fait un conte récemment avec cette thématique-là de Robin des Bois. Je sais pas il doit y avoir un jeu de rôle de Robin des Bois quelque part. Là. Oui, ça existe déjà. Oui. C'est sûr, là, c'est sûr et certain. Mais il y a quelque chose par rapport à cette histoire-là. C'est peut-être aussi le petit côté anticapitaliste qui est au fond de moi, de comme les voleurs des riches qui redonnent Je trouve que cet univers-là, en plus qui tombe dans le médiéval, justement, peut-être un peu plus rustique, il me semble que je verrais ça, ce conte-là classique, là, c'est genre cet univers-là de Robin des Bois. Puis ici, je vais quand même en dire un pour le Québec, par contre, je trouve ça bien important. Bon, oui, on a beaucoup de contes de Tijan, qui est un personnage classique qui vit des aventures. Puis il y en a un en particulier que je compte l'été à la Pointe-Mary, qui est Tijan et les géants. Puis c'est comme s'il se fait donner une mission au Tijan d'aller clairer des géants qui ont pris le contrôle d'une région. Puis les géants ont plusieurs têtes. Puis il y a quelque chose de vraiment, comme je trouve, très jeu, très un peu loufoque de ça. Fait que Tijan les géants. Vous irez trouver ça, là, ça se trouve sûrement en ligne à quelque part. C'est un conte de la tradition orale, mais que je fais aussi. Là. Viendrez me voir à Magog cet été, là, je vous le conterai. Très cool. Tijan les géants. Merci. Ouais. J'ai curieux de voir ce que tu allais dire. T'avais-tu déjà lu comme les livres de... J'avais reçu ça quand j'étais vraiment plus jeune, là. Les livres de Brian Perrault là, sur genre les espèces de créatures fantastiques du Québec. Là. Ça me fait penser à ça. Là. Je pensais genre au cochon bleu du Saguenay puis des trucs de même. Je me demandais genre c'était quoi déjà puis des trucs comme ça. Tu le sais, on s'en est déjà parlé dans le passé. Il y avait le projet de décompte, là, d'ailleurs, que vous pouvez en trouver un qui était avec le Diable au bal, qui est un conte traditionnel québécois, une partie de jeu de rôle vraiment axée avec ça, avec des conteurs-conteuses qui ont joué. Vous irez fouiner.
tout ce qui est les personnages justement fantastiques, les légendes du Québec, il y a quelque chose à faire avec ça, mais c'est pas nécessairement, je pense que la twist, c'est pas nécessairement de reprendre exactement l'histoire, mais de faire jouer une partie en parallèle de ça pour être plusieurs autour de la table. Mais oui, ça serait une belle banque d'informations intéressantes, ce recueil-là de créatures fantastiques. Puis tu sais, il y en a plein, les loups-garous au Québec, les feux follets. Il y a du bon matériel pour faire des bons monstres, ou du moins amener des quêtes autour de ça. Puis j'ai toujours le petit rêve un jour de faire un jeu de rôle adapté pour les jeunes dans les cours d'histoire au Québec. J'ai un passant d'éducation aussi qui est lié au jeu, qui serait un jeu de rôle, mais qui mettrait en place les jeunes à jouer des personnages à l'époque du Québec qui sont en train d'étudier à l'école, puis qui vivraient des genres de petites aventures dans ce type-là, avec des personnages fantastiques aussi, mais qui puissent vivre vraiment comme quelqu'un de l'époque, quelque chose de très rustique justement, là, plus OSR rustique, ça revient encore, là, mais qui pourrait être vraiment très mortel, intéressant. donc. Les jeunes. Ben, tu sais, je dirais que peut-être pour les jeunes secondaires, le mortel, mais tu sais, puis il y a des mécaniques encore là qui existent là, pour les jeux de rôle pour les enfants qui c'est pas nécessairement la mort, la fin, là, mais qui est comme peut-être par la peur, qui peuvent plus, ils sont obligés de revenir. Tu sais, il y a des façons de faire, mais je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant pour juste qu'ils puissent vivre davantage quelle était être dans la peau de quelqu'un à cette époque-là. Je pense que le jeu de rôle, il peut permettre ça, entre autres aussi. Full. Bon, ça serait un autre sujet, mais... Même un auteur qui avait sorti, je pense qu'on en avait déjà parlé ensemble, l'auteur qui avait sorti une aventure pour l'appel de Cthulhu en français, qui se déroulait dans les mines. C'est début 1900, 1920, 1910, puis c'est dans les mines à Rouyn-Noranda. OK. Il y a comme tout un aspect historique associé à ça, mais tu sais, il y a un mystère qui est entouré sur quelque chose qui vit dans les mines, mais tout le petit côté histoire et tout ça, puis en même temps, c'est comme une très bonne façon d'aller chercher du financement de la part d'organismes et autres choses pour pouvoir aborder un petit côté social et histoire avec ça. C'est vulgariser l'histoire, c'est la meilleure façon d'attirer les gens, de leur donner le goût de s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé sur son territoire avant, puis moi, c'est ça, je fais un peu à Magog aussi, j'intègre des éléments historiques dans mes comptes directement là-bas, puis je pense que les gens, c'est ce qu'ils apprécient parce que c'est comme une façon ludique, différente d'aller connaître un peu plus son territoire, son lieu, sa ville, ce qui s'est passé dans le passé autour de nous. Puis, tu sais, là, ça me fait penser à un autre sujet qui pourrait être possible, c'est des contrebandiers sur le bord des lignes. Moi, tu sais, je suis en Estrie, dans le sud de l'Estrie, là, mais il y avait des bars clandestins dans des granges un peu partout sur la frontière Québec-États-Unis. Puis là, tu as parlé de Call of Cthulhu. Il y a eu plein de meurtres dans ces endroits-là. Tu sais, c'était des endroits clandestins, les gens consommaient de l'alcool frelaté, puis je me dis, il y a tellement un beau contexte de genre de quoi d'un peu paranormal ou de quoi de plus aussi dans peut-être un genre de... je pense juste à Brindlewood Bay, là, mais dans la mécanique aussi, là, l'autre que j'ai, là, l'autre de cette série-là, là, du même auteur, là, que je sais pas pourquoi j'ai oublié, The Between. Je suis désolé pour ceux qui voyaient piétiner. Tu sais, quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant dans les meurtres, les mystères qu'il y a d'une autre époque aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. C'est un nid très foisonnant d'idées, de concepts, notre propre histoire. Et parlant d'histoire, Steven, nous allons en vivre bien d'autres ensemble dans les prochaines semaines, prochains mois, même peut-être prochaine année, je l'espère. Pour les gens qui nous écoutent présentement, nous sommes en début d'été 2026. Et j'aimerais connaître un peu quels sont tes projets. Tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, mais peut-être un petit rappel pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient avoir l'occasion de te voir cet été en personne, animer quelque chose. Où est-ce qu'on peut cet été? Cet été, c'est vraiment, là, c'est du 8 juillet au 26 août, au parc de la Pointe-Mary à Magog, en Estrie. Les mardis, mercredis à 19h30 au coucher de soleil. C'est malade. Il y a la montagne, le lac. Je suis tellement chanceux de pouvoir faire ça. Puis là, je suis en train justement de travailler sur des nouvelles histoires. Le spectacle, il change d'une soirée à l'autre. On peut venir plusieurs fois pour les gens qui sont dans la région. Puis si vous êtes juste de passage aussi, combinez ça avec le fait d'aller au parc du Mont-Offord à côté. Venez me voir cet été. Vous irez voir ça sur mon site web, stevenslab.ca. Puis sinon, sur la chaîne de Coup Critique aussi, allez fouiner sur la série Vinsal. On a bien du fun à faire ça. Pépé ne trouve jamais les bons jeux de mots liés à la buanderie Rollis, mais regarde, on va l'avoir un jour. Là. Peut-être que là, quand vous allez écouter ça, vous allez dire « Ah non, il est rendu bon. » Non, je pense pas.
Mais non, mais allez voir ça. Puis ma série de conseils jeux de rôle du compteur que je devrais continuer Mhm. là, dans les semaines et mois à suivre. Mais très cool. Ben, écoute, tout ce que tu as mentionné va être disponible dans la description de cette vidéo. Encore une fois, Steven, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du montée de niveau. Je trouve ça important de le faire pour que les gens puissent en apprendre un peu plus sur toi, voir un peu qui est ce gentil bougre caché derrière son écran. Et je vous encourage fortement d'aller voir ce qu'il fait, que ce soit dans ses projets professionnels ou sur la chaîne également. Et petit mot pour la fin, Steven, si tu me permets, vas-y. Je te laisse le petit mot de la fin. Ah! C'est Ben, rare que je moi, fais ça. Vas-y. ben, je te remercie, moi, Pépé. Regarde, vois-tu, tu Ben es un là, très bon animateur. Tu poses des bonnes questions, des bonnes questions. Puis, ben, merci de m'avoir fait cette belle rencontre. C'est toujours plaisant de te parler. Puis, à un moment donné, il faudrait qu'on te fasse ton propre montée de niveau. peut-être Vois-tu? au numéro 100, ça, pour le Mais centième. écrivez dans les commentaires si vous voulez vraiment que Pépé se fasse faire son propre montée de niveau. Ça va être pour le centième. C'est la dernière fois que je propose à quelqu'un de faire la fin. Je me sens tout mal parce qu'il m'a lancé des fleurs. Je dis, ça. Fait que bref, pour les gens qui nous écoutent, si ce n'est pas fait, je vous encourage de liker, commenter, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Ah.